Bonjour Frédéric Réjean. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à la Sorbonne et votre domaine de prédilection concerne les Antilles. Alors vous avez beaucoup écrit et publié sur la France et ses esclaves. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui comment la France, qui a toujours prohibé l'esclavage sur son territoire depuis le Moyen-Âge, a pu instaurer cette institution dans ses colonies? Alors, les Français ont commencé à installer une colonie à Saint-Christophe au début des années 1620, mais au début, cette colonie est vraiment complètement informelle, c'est-à-dire ce sont des aventuriers, des marins, des navigateurs, donc qui s'installent là et qui, par imitation de ce que pratiquaient les Espagnols et les Portugais, se mettent à avoir des esclaves. Alors, à la fois des esclaves amérindiens, donc capturés sur place, et aussi des esclaves africains. Et d'ailleurs, on pense que les premiers esclaves qui ont été introduits à Saint-Christophe, lorsque celle-ci était française, ont été capturés sur des navires espagnols ou portugais. Donc la mise en place du processus de colonisation, c'est d'abord quelque chose de complètement informel. C'est des aventuriers qui finalement voient que l'esclavage se pratique dans les autres Antilles, notamment les Antilles dominées par les Espagnols, et ils font la même chose. Ensuite, cette pratique va être légalisée dans les colonies en 1626, donc lorsque est créée la compagnie dite de Saint-Christophe, qui est une sorte de compagnie sous la protection du cardinal de Richelieu, où là il est prévu que cette compagnie va racheter les esclaves à ceux qui les possédaient et qui étaient installés dans l'île, et elle préconise la traite des esclaves, c'est-à-dire le commerce des esclaves, l'introduction d'esclaves à Saint-Christophe. Donc ce choix est fondé sur la pratique qui se passait déjà dans les colonies espagnoles. Comment était perçu l'esclavage à Paris même, en France, à Versailles, à la cour, dans les salons? Qu'en pensaient les contemporains de Louis XIV? La documentation là-dessus est assez muette. Bon, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des décisions qui vont être prises pour que l'esclavage soit légalisé. Donc ça commence déjà en 1642 par Louis XIII qui autorise la traite. Lorsque la nouvelle compagnie est mise en place en 1635, la Compagnie des îles d'Amérique, là aussi il est prévu donc de pratiquer l'esclavage. Et puis ensuite l'édit de mars 1685, où là on a un texte législatif qui concerne l'esclavage. Ce qu'il faut noter, c'est tout de même en France, et notamment les conseils supérieurs, c'est-à-dire les parlements. Par exemple, le Parlement de Bordeaux, en 1571, refuse que des esclaves donc, qui avaient été achetés en Afrique soient vendus à Bordeaux et décide de les libérer. Et donc, il y a une législation, notamment ce qu'on appelle à l'époque conseils supérieurs ou parlements, donc, qui, lorsque un esclave vient en France et demande sa liberté, il l'obtient au nom du fait que le sol français donne la liberté. Donc il y a tout de même cette attitude-là dans une partie de la noblesse d'Europe qui peuple ces cours de justice, conseil supérieur, conseil souverain ou parlement. Sinon, nous avons aussi une décision du tribunal des consciences de la Sorbonne qui, en 1698, considère que la traite négrière est un commerce illicite. Voilà. Alors, ces arguments, d'ailleurs, ne sont pas tellement des arguments moraux. L'argument qui est retenu à la fin pour considérer que c'est un commerce illicite, c'est que, comme les acheteurs de captifs africains ne peuvent pas faire la preuve que ceux-ci n'ont pas été volés avant d'être revendus aux Européens, donc il s'agit d'un commerce de recel et le recel est illicite. Donc il y a déjà des voix qui critiquent l'esclavage à ce moment-là. Vous avez évoqué l'esclavage des Amérindiens comme l'esclavage des Africains. À quel moment l'esclave a-t-il été assimilé à l'Africain? L'esclave va être assimilé à l'Africain tout simplement en raison des flux d'esclaves.
Pour vous donner un ordre d'idée, dans le recensement de 1671, on fait état d'environ 4000 esclaves africains et d'une cinquantaine d'esclaves amérindiens. Donc à ce moment-là, il n'y a plus beaucoup d'esclaves amérindiens. Alors, il y a une première considération que l'on voit notamment dans les chroniqueurs. Les chroniqueurs indiquent que les esclaves amérindiens ne sont pas bons pour cultiver la terre, ils sont bons pour être domestiques, pour chasser, pour pêcher, mais bon, voilà. Donc, ils disent aussi qu'ils sont très fragiles, et en gros, c'est plus une référence, je pense, à leur état sanitaire, où ils souffrent beaucoup des maladies, et notamment d'une maladie qui est la fièvre jaune, qui a été introduite donc en Amérique, en général et aux Antilles en particulier, par les Africains. Et les Africains ont une immunité naturelle plus grande face à cette maladie que les Amérindiens. D'autant plus, enfin les médecins spécialistes de cela vous le disent, que lorsque finalement une maladie est en contact avec des populations non immunisées, il y a un accès de virulence qui se développe. Et du coup, si on regarde un peu l'Amérique, on se rend compte que dans toutes les zones basses de l'Amérique où la fièvre jaune a pu se développer, son vecteur c'est le moustique, c'est-à-dire que dès que la température descend en dessous de 23 degrés, le moustique n'est plus opérant. Et donc si on regarde un peu, finalement, c'est surtout dans ces zones basses que les Amérindiens ont disparu et que les populations d'origine africaine se sont développées. Et donc l'idée que l'on voit notamment dans tous les récits de voyageurs, de chroniqueurs au XVIIe siècle, ils disent oui, mais les Noirs sont plus adaptés au climat. Enfin, et sont les populations qui survivent le mieux, ce qui est le cas. C'est-à-dire que le taux de décès est moins important chez les Africains que chez les Amérindiens ou que chez les Européens. Et donc, va se développer l'idée que voilà, l'Africain est adapté à ce climat, est adapté à ce travail. Et ensuite, pour obtenir des esclaves amérindiens, il faut opérer des razzias. C'est très compliqué. Sans un commerce structuré comme en Afrique, avec des chasseurs d'esclaves locaux, c'est pas possible. C'est-à-dire que voilà, il y a une offre d'esclaves qui est beaucoup plus importante du côté de l'Afrique parce que le commerce d'esclaves est organisé, structuré, où il y a des échanges marchandises contre des hommes. Alors que pour l'Amérique, voilà, ça se fait par razzia. D'ailleurs, à un moment, on explique qu'il y a une expédition française donc, envoyée sur ce qu'on appelle la côte ferme, enfin, c'est-à-dire l'Amérique continentale. Ils ramènent 3 esclaves. Donc, et puis, il y a une autre forme de servitude qui s'est développée au même moment, ce sont les engagés. Et là aussi, les taux de décès chez les engagés étaient très élevés. Ces engagés étaient européens. Ce sont des Européens qui, pendant 3 ans, s'obligeaient à travailler pour un maître. Ce maître, d'ailleurs, pouvait vendre ses engagés à un autre maître jusqu'à l'expiration de la durée des 3 ans. Et donc, c'est le début de la colonisation, c'est cette main-d'œuvre qui a été utilisée. Mais là aussi, à partir du moment où les plantations vont se tourner vers le sucre, qui nécessite beaucoup de capitaux, le coût est moins élevé finalement d'acheter un esclave qui est sous servitude jusqu'à sa mort qu'un engagé qui est sous servitude pendant 3 ans, et il y a quand même une bonne proportion de chances qu'il décède avant l'expiration des 3 ans. Alors que les taux de survie, encore une fois, chez les esclaves africains sont supérieurs. Alors la mortalité est effroyable, mais elle est moins importante finalement chez les esclaves africains que dans les autres catégories de population. Venons-en au Code noir. Ce texte célèbre a donné un cadre juridique à l'esclavage. On dit que c'est Colbert, le ministre de Louis XIV, qui en a eu l'idée. Expliquez-nous cela. Tout d'abord, lorsqu'en 1685 ce texte paraît, il s'appelle l'Édit sur la police des Noirs, sur la discipline des nègres. Voilà. Et ce texte donc s'appelle pas le Code noir. En gros, ça va devenir le Code noir en 1718, lorsqu'un éditeur parisien décide d'éditer et d'imprimer ce texte, et puis il va l'appeler Code noir, tout simplement, voilà, pour attirer le client vers ce texte. Donc au départ, ça s'appelle pas le Code noir, déjà, ça c'est le premier point. Ça s'appelle l'édit de mars 1685. Alors cet édit, donc, est initié par Colbert, qui commence à envoyer des lettres au gouverneur général et à l'intendant des Antilles, où il demande, voilà, il pose des questions sur voilà, la religion dans les colonies, est-ce qu'il y a des protestants,
gens, est-ce qu'ils pratiquent, est-ce qu'il y a des juifs, voilà, est-ce qu'il y a des missionnaires catholiques. Ensuite, il pose des questions sur les esclaves, et notamment sur les enfants dont un parent est esclave et l'autre est libre. Le gouverneur et l'intendant adressent des mémoires de réponse, et puis, à partir de ces mémoires de réponse, un texte est rédigé. Alors, lorsque ces réponses sont reçues, Colbert est en train de mourir, et donc c'est son fils. Alors effectivement, on voit une signature de Colbert dans l'édit de mars 1185, mais c'est Colbert fils, Colbert le marquis de Seignelay, et non Jean-Baptiste Colbert. Et donc cet édit est donc rédigé, et ensuite il va être enregistré par les différents conseils supérieurs des colonies, donc entre 1685, 6, 7, donc on a des différentes dates d'enregistrement selon la colonie. Que contient l'édit de mars 1685 ? Alors, il traite essentiellement de l'esclavage, mais il traite aussi de la religion. Donc en gros, ce texte réaffirme le pouvoir royal sur les colonies en matière de justice. Donc le roi indique qu'il est le juge suprême et que sa justice est supérieure à la justice des maîtres. Notamment, les maîtres ont un pouvoir de justice domestique sur leurs esclaves, mais ils ne peuvent ni les tuer ni les mutiler. Et lorsque les esclaves sont accusés de vol aggravé ou de meurtre, ils doivent être jugés par la justice royale. Deuxième chose, il réaffirme la pratique d'une seule religion, c'est-à-dire qu'il ordonne l'expulsion des Juifs des colonies, il interdit la pratique du culte protestant. Il est concomitant à l'édit de Nantes. Voilà, c'est la même année que la révocation de l'édit de Nantes, et il oblige à ce que les esclaves soient baptisés et instruits dans la religion catholique. Donc c'est une réaffirmation du pouvoir royal. D'ailleurs, il y a toute une série de clauses qui montrent que notamment par toutes les amendes pour tous les contrevenants à cet édit, qui montrent aussi le pouvoir régalien en termes de finances qui est affirmé dans ce document. Donc c'est un document dans lequel le roi affirme sa position dans les colonies, et où il traite effectivement de la question des esclaves, où il définit les obligations des maîtres envers les esclaves. Donc ces obligations sont obligations de nourrir les esclaves, de vêtir les esclaves, et l'interdiction de les mutiler et de les tuer. Bon, ça c'est la loi, après la pratique est différente. Ensuite, l'édit prévoit que l'esclave suspecté de crime ou de violence doit être jugé par une juridiction royale. C'est-à-dire que pénalement, l'esclave est responsable, et il est jugé comme une personne libre. Pourquoi ? Je pense que ça aurait été très compliqué pour le législateur de reprendre toutes les lois qui existent en termes de condamnation et puis de réadapter ça pour les esclaves. Donc c'était plus simple de juger les esclaves comme une personne libre. Avant la Révolution, justement, on commence à songer à abolir l'esclavage. Il y a un mouvement en ce sens, en France, et plus généralement en Europe ou en Occident. Il y a déjà des voix contre l'esclavage qui s'expriment, par exemple dès le XVIIe siècle. Il y a un capucin qui va aux Antilles, qui va d'ailleurs être expulsé des Antilles, qui dit que l'esclavage est immoral et qu'il faut... il parle même de dédommagement aux esclaves, donc il va très loin. Ensuite, cette idée va être reprise... alors il va d'abord y avoir une condamnation des abus de l'esclavage. On peut penser au nègre du Suriname dans Candide de Voltaire, ou à le texte ironique dans l'esprit des lois de Montesquieu sur cette question. Et puis on va commencer à avoir des abolitionnistes comme Diderot, qui écrit dans l'histoire philosophique des deux mondes de Raynal, et donc qui lui préconise l'abolition de l'esclavage, ou comme Jean-Sébastien Mercier dans l'an 2440, qui lui, en gros,
Il dit qu'en 2440, l'esclavage aura été aboli, qu'il y aura eu une grande révolte, qu'il y aura eu un Spartacus noir qui aura renversé l'esclavage. Donc voilà, il y a des penseurs individuels qui critiquent l'esclavage, et puis il y a une société qui va être créée en 1788 en France, qui est la Société des Amis des Noirs, dirigée notamment par un homme qui s'appelle Brissot, et qui a pour revendication l'abolition immédiate de la traite, c'est-à-dire le commerce des esclaves, et l'abolition graduelle de l'esclavage, parce qu'ils pensent qu'il faut éduquer les esclaves avant de leur donner la liberté. La mémoire d'esclavage a été revivifiée par la loi Taubira en 2001. Elle a institué une journée de la traite négrière. Quel sens donnez-vous à cette journée? Quel sens pouvons-nous lui donner? Le sens qui serait souhaitable, à mon avis, de donner à cette journée, c'est de dire que la République, à 2 reprises, a aboli l'esclavage, que ce combat pour l'abolition de l'esclavage a été mené à la fois par des esclaves qui se sont révoltés, mais aussi des abolitionnistes, qu'en France, lors de la première abolition de l'esclavage en 1794, il y a des mairies, des municipalités qui ont fait des fêtes pour célébrer l'abolition de l'esclavage, que dans les cahiers de doléances en 1789, il y a une trentaine de cahiers de doléances qui ont demandé l'abolition soit de l'esclavage, soit de la traite, soit des deux, que ce mouvement a été aussi porté par une partie du peuple français. D'indiquer aussi que ceux qui ont pratiqué l'esclavage, c'était aussi seulement une partie de la population. Les négociants, les planteurs, ce sont quelques milliers de personnes. L'esclavage est aboli en 1848, pour la 2e fois. Le fouet dans la marine est aboli aussi en 1848. Le fouet et les fers, donc ce qui sont les 2 peines qui étaient applicables aux esclaves. Il faut plus voir la société qui a pratiqué de l'esclavage, une société où il y avait des dominants et des dominés. Les marins comme les esclaves. Voilà, les dominants étaient un peu les mêmes des 2 côtés de l'océan Atlantique. Certains envisagent aujourd'hui des réparations pour les dommages causés par l'esclavage. Que vous inspire cette idée? Alors, tout dépend ce qu'on entend par réparation, parce qu'il y a un très grand flou. S'il s'agit de réparation symbolique, d'ouvrir des lieux de mémoire, des musées, de stimuler la recherche, je suis tout à fait favorable à ça si on considère que c'est réparation. Maintenant, si les réparations sont des indemnités individuelles à des personnes dont je fais partie, qui sont des descendants d'esclaves, ça pose des problèmes. Vous voyez, ça pose un peu le même problème que le débat sur la déchéance de la nationalité pour les binationaux. Dans le cas d'une république une et indivisible, je suis hostile à ce qu'il existe 2 types de personnes, voire 3 types de personnes, c'est-à-dire des descendants d'esclaves, des descendants d'esclavagistes, éventuellement des descendants de ni l'un ni l'autre. Et je crois que le débat sur les réparations tel qu'il est posé, notamment l'idée de compensation financière donnée individuellement, aboutit à ça. Et d'autre part, ces réparations seront payées par qui? Visiblement, c'est demandé aux caisses de l'État. Mais l'État, c'est les impôts de tout le monde. Donc, ça pose un véritable problème. Alors maintenant, le problème est encore plus compliqué. Lorsque je prends également mon exemple, moi je suis à la fois descendant d'esclaves et descendant de propriétaires d'esclaves. Est-ce que je vais devoir prendre dans une poche et donner dans l'autre, et comme ça je serai content? Et surtout, je crois que ce débat-là cristallise des crispations dans la société. Nous, moi, ce que je souhaite en tant que citoyen, également descendant d'esclaves, c'est qu'on comprenne cette histoire, que tout le monde comprenne cette histoire, que tout le monde admette cette histoire. Et je crois que c'est ça l'important. Dire c'est pas parce qu'on m'aura donné 2000 € en plus en tant que, ou 10 000, je ne sais pas, en tant que descendant d'esclaves. Encore une fois, moi j'ai pas subi l'esclavage. C'est le grand-père de mon arrière-grand-père. Voilà, c'est pas moi. On passe plus de temps à parler des réparations qu'à parler de l'histoire de l'esclavage. Moi, ça me pose problème. D'autant plus que si on veut vraiment mener des combats, menons les combats contre les formes d'esclavage actuelles. Et ne nous rendons pas complices
deux formes d'esclavage lorsqu'on sait qu'une entreprise utilise des salariés quasi-esclaves en délocalisant une partie de sa production, tout de suite réagissons. Enfin, moi, voilà, il me semble que le combat se mène plus à ce niveau-là. Merci Frédéric Réjean, vous nous avez ouvert de vastes pistes de réflexion. Pour les amis d'Hérodote.net, ce sera matière à en apprendre davantage, y compris à travers vos ouvrages, puisque vous avez traité de cette période de l'esclavage dans les colonies françaises. Ce sujet tout à fait intéressant, passionnant, conflictuel aussi et douloureux. Merci.